Après ce document de Jean-Charles Degnaud et Madeleine Sultan, nous allons essayer de répondre aux deux grandes questions qui se posent depuis plus de 50 ans. Gaston Dominici était-il coupable, comme le dit la vérité officielle? A-t-il, seul ou avec des membres de sa famille, tué les 3 membres de la famille Drummond? Ou sommes-nous en présence d'une erreur judiciaire? Et alors, si Gaston n'était pas coupable, qui a commis ce triple assassinat et dans quel but? Pour répondre à ces deux grandes questions, j'ai invité par ordre alphabétique Jacques Chaput. Bonjour Jacques Chaput, vous êtes journaliste et vous avez suivi l'affaire pour France Soir et passé plus d'1 an sur place à Lurs. Vous avez bien sûr à cette occasion rencontré tous les protagonistes. Maître Gilbert Collard, bonjour Maître Collard, vous êtes l'avocat d'Alain Dominici, le petit-fils de Gaston Dominici, qui milite depuis de nombreuses années pour la révision du procès de son grand-père. Jean-Charles Degnaud, bonjour Jean-Charles Degnaud, vous êtes le réalisateur avec Madeleine Sultan du document que nous venons de voir. Et enfin, William Raymond, bonjour William Raymond, vous êtes l'auteur du livre publié en 1997, Dominici non coupable, les assassins retrouvés, et c'est ce livre qui a servi de base à la très belle fiction de TF1. À ce propos, je voudrais faire, si vous me le permettez, une petite remarque préliminaire pour éviter confusion et malentendu. Il ne faut pas se tromper de genre d'œuvre. Il y a le travail des reporters et des documentaristes qui aboutit à des reportages et à des documentaires. C'est la réalité, celle que nous essayons de vous présenter chaque jour sur une chaîne comme Odyssée. Et puis il y a les téléfilms, les œuvres de fiction, où la liberté de création et d'invention des auteurs est totale, même si le point de départ est souvent un fait réel de l'actualité ou de l'histoire. Alexandre Dumas ou Honoré de Balzac, pour ne citer que ces deux auteurs, ne se sont pas privés de ce droit. À partir de là, réalité historique, ils ont créé des chefs-d'œuvre. Alors tout cela pour dire que nous n'allons pas faire pendant 1 heure l'analyse critique de l'œuvre télévisée qui a été diffusée sur TF1, mais par contre, le livre de William Raymond, qui a servi de base à cette œuvre, sera, lui, soumis à la critique, éventuellement, ou à l'approbation des uns ou des autres. Et je précise que c'est la première fois que vous vous trouvez tous les 4 sur le même plateau pour en discuter. Alors, venons-en au fait et essayons un peu de planter le décor. Où en est-on? Que se passe-t-il le 5 août 1952, il y a 51 ans, à Lurs, en Provence? Jacques Chaput, puisque vous étiez sur place quelques heures après. Un garçon qui s'appelle Gustave Dominici, qui est le fils de Gaston Dominici, arrête sur la route un cycliste et lui demande de prévenir la gendarmerie, car il y a-t-il vu une fillette qui ne va pas très bien, qui a remué un bras et se clignait des yeux. La gendarmerie arrive et l'on découvre qu'il y a un homme près d'une borne 64, je crois, de Digne, qui est là allongé, un sac de couchage, enfin un lit de camp sur le corps, une femme le long de la voiture et une petite fille près du pont qui est morte. Ça, c'est le constat de la découverte du corps. Avant ça, William Raymond, vous venez de cette région, vous, je crois, votre famille. Je suis originaire. Dites-nous un peu où ça se passe, pour ceux qui ne connaissent pas bien cette région. Ce sont les Basses-Alpes à l'époque, Alpes de Provence aujourd'hui. Donc c'est un lieu qui est quand même assez reculé. Et en 1952, le tournant du siècle, je crois qu'on est d'accord là-dessus tous, à un moment où il y a une espèce de rupture entre deux France, et là on va se retrouver cette confrontation très très forte entre une France qui est en voie de modernisation et un monde paysan qui regarde plus vers le siècle dernier que le XXe siècle. Mais c'est un endroit sauvage, c'est la ferme de Minici. Non, c'est au bord d'une nationale qui est extrêmement fréquentée. À côté de cela, c'est vrai que c'est un lieu relativement isolé. Il y a plusieurs centaines de mètres pour arriver jusqu'à la ferme suivante, je pense. Jean-Charles Degnaud, alors, dans cet endroit... Ce qui est intéressant, ce que dit William Raymond, ce qui est intéressant, ce sont effectivement deux mondes qui se côtoient. Et il y a le monde paysan et le monde de la SNCF.
Et la SNCF, la voie de chemin de fer passe juste à côté de la Grande Terre. Et une partie quelques Dominici, notamment Clovis, ils sont employés de la SNCF. Eux, ils sont dans la modernité, alors que les paysans sont plus proches du siècle dernier. Ce sont deux mondes qui se côtoient. Alors, la Grande Terre, c'est le nom de la propriété, c'est le nom de la ferme. Qui vit à ce moment-là, ces jours-là, à la Grande Terre? Eh bien, il y a Gaston Dominici, le patriarche, avec Marie, son épouse, son fils Gustave, sa belle-fille Yvette, et Alain Dominici, qui a 9 mois. C'est le bébé, lui. Le bébé. Et l'autre fils, Clovis, lui, a quitté la ferme. A quitté la ferme, et il est employé de la SNCF, c'est-à-dire qu'il vient fréquemment à la ferme, mais il travaille sur la voie, il est poseur de voie, il travaille avec les poseurs de voie, et il s'occupe d'un tronçon de voie de chemin de fer entre Lurs et Oraison. Bon, alors ça, c'est le décor. Alors, le 5 août, arrive dans cet endroit une voiture avec des Anglais. Vous pouvez un peu nous décrire l'arrivée des Anglais, William Raymond? L'arrivée des Anglais le 4 août 52, ça se déroule en fin d'après-midi. Je pense on n'a pas une certitude absolue de l'heure, mais en gros c'est vers 19h, on va dire, pour simplifier les choses. Donc trois personnes. Le lendemain, on va prendre celle de Sir Jack Drummond, de son épouse et de sa petite fille Elisabeth. Les Dominici, sans rentrer dans la controverse, sont confrontés au Drummond, c'est-à-dire que Yvette Dominici les voilà en stationnement. C'est la fin de l'après-midi. Je pense qu'on est 5-6 heures avant le crime. Oui, mais attention, il y a un élément formidable ce jour. Je voudrais, si vous permettez, je m'excuse, M. Chapu, je voudrais faire une observation préliminaire parce que votre réunion me semble bien convenable. C'est bien, on va pouvoir discuter sereinement. Vous savez, on essaye de travailler sur le fond. Voilà, mais justement, vous venez d'entrée de jeu d'adouber M. Chapu en vous tournant vers lui et en précisant ce qui est vrai, qu'il était présent l'un des premiers. Du reste, il a tellement été présent qu'il va l'être pendant 1 an présent. Mais comme vous allez à plusieurs reprises, à juste titre, et parfois à titre injuste, vous tournez vers lui, je me dois d'abord, avec beaucoup de courtoisie, de poser un fait historique. Ce monsieur, que je respecte par d'autres aspects, est un faussaire. Il a créé de toutes pièces il faut le dire, parce que vous comprenez, il faut quand même que les téléspectateurs qui vont vous écouter sachent exactement quels sont les référents. Bon. Il y a le fameux journal de la petite Drummond qui va être publié le 9 août, c'est-à-dire peu de temps après le drame, dans France Soir. Dans ce journal, vous faites dire à la petite Elisabeth, « Papa n'est pas content. Il trouve qu'il fait trop froid pour camper. Maman et moi faisons bloc contre lui, nous avons gagné. » Or, ce journal, vous le savez, n'a jamais existé. Alors je vous demande aujourd'hui, et après on va débattre, pour que le référent que vous prétendez être soit un référent digne de foi, de nous dire, oui, j'ai fait un faux et je m'en excuse. Non, je n'ai pas fait de faux. Alors, Jacques Chapu. Je n'ai pas fait de faux. La petite Elisabeth est allée à Villefranche-sur-Mer chez les amis Myriam. Là, elle a bavardé avec ses 2 petites camarades de classe. Elle leur a parlé de ce voyage, elle leur a décrit. Et c'est grâce au témoignage de ces 2 petites Myriam que j'ai pu, et me suis permis d'écrire ce livre, ce petit carnet, en précisant bien qu'il était fait avec la complicité de... Vous l'avez jamais... On l'a ici, là. Monsieur Dognaud, là. Je l'ai. Monsieur Dognaud, là. Je l'ai. Bon, et en plus... Attendez, moi je peux vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Monsieur Dognaud, Monsieur Dognaud, que je tutoie quand on n'est pas devant les caméras. Reconnaissez qu'il est quand même... Vous n'allez pas défendre, vous, avec la déontologie que vous avez, un journaliste qui, dans une affaire où un homme a été condamné à mort, a pu faire un faux document dont on a cru à l'existence jusqu'à ce que nous allions, nous, aux archives, constater que le journal n'existait pas. Et vous êtes allé témoigner en plus aux assises. Et vous êtes allé témoigner en plus. Attendez, mettons-nous dans le contexte de l'époque. Permettez-moi de Charles Dognaud. Monsieur Chapu, si vous permettez, je termine mon propos. Monsieur Chapu a une double importance dans le débat. La première importance, c'est qu'il est l'auteur de ce faux journal. La seconde importance, il y a des vérités. Mais ça fait 6 ans. La seconde vérité, c'est que vous allez témoigner en prétendant
Non, que Gaston non, Dominici, oui. vous avez fait des confidences. Non, non. Or, non, moi, j'ai eu la chance de rencontrer Gustave, lequel Mais Gustave tout m'a ça. dit, mon père ne se serait jamais confié à ce journaliste en qui il n'avait aucune Mais confiance. comment peut-il dire? Il dit ça après. J'ai des Voilà. photographies qui Cela est prouvent entendu. que Avant lorsque son je cela, suis mais arrivé à Lure... avant- Jean-Charles Deniau, je vous donnerai la parole dans un instant. Mais Terminons-en si vous... Écoutez, Non. vous avez donné votre opinion sur ce récit de Jacques c'est un Chaput. fait, mais Jacques attendez, Chaput, c'est un fait. après, il Jacques vient... Chaput, Attendez. Non, allez-y. mais, C'est un fait établi. lorsque j'arrive... Ce gardien j'ai- est un je- faux. Vous l'avez dit 4 fois. Lorsque maintenant. j'arrive, j'ai la chance de tomber Et ça ne sur fait rien à Gaston personne. Dominici. Non, Attendez. pas à nous, en tous les cas, pas à moi. Ça ne fait rien À à vous personne. peut-être, ça fait Ah, 6 moi, j'aime ans. pas les faussettes, Ça fait ça, 6 ans. Mais oui, mais Alors- vous l'êtes un petit peu. Alors, hein. on se calme. Oh, attendez, attendez, laissez-moi oh, dire une calme. Moi, je veux. Jean-Charles Deniau, avec beaucoup de Je sérénité, voudrais vous dire une la chose. sérénité Et du vous allez journal- avancer beaucoup avant. Jacques, s'il vous plaît. Là, avec sérénité, s'il vous plaît, chacun d'eux. Moi, je voudrais dire une chose. Il faut se replacer dans le contexte journalistique de l'époque. Et depuis, on a découvert avec Madeleine Sultan ce journal de Monsieur Drummond. Et C'est ce- pas de Monsieur Drummond. Non, non, mais pas. Je ne vous parle pas du journal de la petite Ah, d'accord, Elisabeth. Je d'accord. vous parle du journal de Monsieur Drummond, D'accord. paru dans le Paris Match du 30 août 1952. Son Attendez, faux est paru dans France Soir, pas dans attendez, Paris Match. attendez, je vous parle. Ça n'a rien à Aussi. voir. Je vous parle d'un autre faux. D'accord. D'un autre faux. Dans ce journal du 30 août 1952, il y a l'émouvant journal de Sir Jack Drummond. Et ce journal, si vous le lisez, il ressemble vraiment à un faux parce qu'il commence par « Notre fille a maintenant 12 ans, c'est une petite personne bien constituée. » Et c'est le journal de Sir Jack Drummond qui commence par une erreur colossale. Notre 9 ans. petite fille a 12 9 ans ans. alors qu'elle a Mais qu'est-ce juste que vous- 10 qu'est-ce ans. que ça veut dire, ça prouve, alors Ça prouve que à l'époque, Tout le monde fait des faux. tout le monde faisait des faux. Ah bah oui, mais d'accord. oui, Voilà, bien tout le sûr. monde faisait des faux. Oui, bon, alors, c'est- voilà. il faut se Alors replacer ici, dans on le fait contexte du vrai. Messieurs, journalistique ici, on va de l'époque. essayer de faire du vrai. Est-ce que, Non, ce mais qu'on soit ca- d'accord ce sur sont un des point. faux est-ce aussi. que ce carnet joue un rôle quelconque dans l'histoire? Oui, oui. Parce que Qui vous avez- est-ce qu'elle accuse, la Parce que petite? vous allez jouer un rôle terrible dans l'affaire. Oh, tu Vous parles. allez même inventer une reconstitution au cours de laquelle vous allez démontrer qu'une petite fille peut courir sur des Oui, cailloux parfaitement. sans se Oui, je blesser fais ça. la Je vais plante vous des dire pieds. que la petite fille, Attendez, c'était un gendarme. je crains. Ah bah que- ça rajoute pas Maître à ma Collard, conviction. je hein. crains que le téléspectateur de Ah, mais bonne bon, foi non, qui il y nous a- regarde ne comprenne pas Ah très oui, bien. c'est- On viendra à cela, mais je voulais qu'on plante d'abord le décor. On a commencé à le faire. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ces Drummond, qui étaient ces gens, ces 3 Anglais qui arrivent un soir, le 4 août, et qui s'installent sur Et la pourquoi Grande Terre. ils étaient là Pourquoi ils arrivent là? Est-ce qu'ils avaient l'intention? J'aimerais qu'on donne des faits, et puis après, si vous voulez, on aura, je pense, l'occasion d'entrer dans un Alors moi, certain j'ai nombre tout de de même polémiques. un mérite sur comme mes autres amis qui sont là. J'étais le seul. Vous n'avez jamais rencontré les Dominici. Vous n'avez jamais Bon, j'ai rencontré les rencontré Dominici. Gustave, Mais oui, mais j'ai rencontré après, Alain, j'ai longtemps rencontré après l'histoire, Yvette. vous me parlez d'il y a 4-5 ans lorsque Ah bah, vous les j'étais avez pas né quand rencontrés. vous étiez né, c'est Voilà. sûr, ça. Alors j'ai un mérite sur Ça, vous, c'est que moi, j'ai connu Gaston Dominici, j'ai connu Clovis Dominici, j'ai connu... Oui, mais Bon. Gustave m'a dit que Jacques Gaston Chaput. ne vous avait jamais parlé. Mais vous l'avez Oh, déjà vous dit. plaisantez. Gustave me l'a dit. Jacques Chaput. Connard, vous sermez, c'est le Ah, mais je serment, prête tout serment ça. que Gustave me l'a dit, oui. Gustave vous l'a dit, vous avez Bon. dit n'importe quoi. Alors, j'ai une photographie, tenez. Non mais Non. Gustave est mort. Écoutez, on ne peut pas faire parler J'ai les une morts. photographie où je suis avec Gaston. Vous avez témoigné à la cour d'assises Oui, en c'est vrai. disant ceci. Oui, Et on est dans l'histoire. Oui, hein. mais on va pas Je passer suis toute arrivé à la l'émission Grande là-dessus. Terre. oui, Gaston Dominici m'a indiqué où la scène s'était déroulée. oui, Nous étions sur les lieux à côté du mûrier. oui. C'est ici que la petite a commencé à crier, m'a-t-il Oui, dit à ce C'est moment. vrai. Cela se passait à côté du mûrier. Oui. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il m'a dit alors, c'est moi qui me l'imagine. Qui le pense? Je l'ai écrit dans mon journal. C'est parfaitement vrai. Voilà. Eh bien ça, il ne vous l'a jamais dit, Vous monsieur. avez du Et vous êtes toupet, allé mon cher témoigner en ami. cour d'assises Vous avez un culot contre un homme qui a été condamné à Vous dites mort. n'importe quoi. Le téléspectateur, comme on dit, Oui, ça ne comprend se rien. fera son opinion, Oui, je appréciera. Jacques Chaput, ce que je vous demandais, moi, c'est des faits. Je voudrais qu'on ait la religion un petit peu des faits, d'abord. Je voudrais vous demander ce qu'à l'époque, on pensait pourquoi ces Anglais arrivent là, s'arrêtent là, pourquoi vont-ils... Ça, c'est très simple. Non, c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Lorsqu'ils descendent de Nottingham pour traverser la France et rejoindre leurs amis Myriam à Villefranche-sur-Mer, ils s'arrêtent à Digne, car c'était un dimanche, et ce jour-là, il y avait une course de... Ils s'arrêtent à Digne, mais il y a une affiche qui indique que le dimanche suivant, il y a une course de taureaux et une grande fête, un corso. La petite fille dit à son père, comme j'aimerais assister à ça.
c'est pas loin, papa, est-ce qu'on peut remonter? Ils descendent et ils remontent le dimanche et ils assistent au corso. Et la petite fille, lorsqu'elle était à Villefranche, demande aussi à ses parents s'ils pouvaient lui redonner la grande joie de camper dans la région, de passer la nuit à la Belle Étoile. Et le père dit oui. Alors maintenant on rentre, pourquoi s'arrête-t-il à la Grande-Terre? Ça je ne sais pas. Bon, William Raymond, sur ce point, pourquoi sont-ils là et ont-ils l'intention de camper? Ils n'ont pas, il faut dire les choses, ils n'ont pas de matériel de camping, il n'y a pas 3 lits de camp. Ils ont 3 lits de camp. 2 lits de camp. Non, en fait, ce qui me gêne dans tout ça, dans l'intervention de Jacques à l'instant, c'est que, effectivement, on n'a aucune preuve, aucun fait, parce que vous demandiez des faits de la raison de leur arrêt, et tout ce que vient de nous dire Jacques sur la raison du corso, son envie de revenir, son envie de camper, c'est des choses qui ont été écrites et dites dans la presse, mais malheureusement, on n'en a aucune certitude là-dessus. Et tout à l'heure, il y avait une question, d'après moi, très intéressante, qui n'a pas été relevée, c'est, pour revenir très brièvement et très calmement sur ce journal intime, c'était en quoi il avait été important l'enquête. Il est important dans l'enquête parce que le journal écrit par Jacques Chaput se termine 1 heure avant l'assassinat, par un bain de minuit esselé d'Élisabeth Drummond. Et donc, il va, avec une forte charge émotionnelle, tout le monde en parle, il va conditionner l'opinion publique, on va dire, autour d'une probable culpabilité de Gaston Dominici. Pourquoi? Parce que le journal intime valide, par exemple, quelque chose qui est possible, mais que l'on ne sait pas, cette idée de « on s'est arrêté là pour camper ». C'est écrit dans le journal, dans les mots d'Élisabeth Drummond, alors qu'on n'a aucune preuve qu'ils avaient l'intention de le faire. Que la petite Marianne, qui a témoigné après, a dit les parents nous avaient fait savoir que les Drummond nous avaient fait savoir qu'ils avaient l'intention de camper et qu'ils rentreraient le lendemain matin. Il y a le témoignage de la petite Marianne, je l'ai. Oui, c'est un témoignage dans la presse, mais c'est pas ce qui est dit devant le tribunal, c'est pas ce qui est dit au procès d'innocence. Parce que la petite Marianne ne passe même pas au tribunal. Est-ce qu'on peut essayer de dire qui était... C'est sur PV, c'est sur PV. Qui était... Le problème, c'est qu'il y a une si on veut... Vous n'allez pas revenir sur... Non, mais le journal, c'est réglé. Ce que je peux dire, c'est qu'il termine son article par ces quelques lignes. Environ 2 heures après avoir écrit ces dernières lignes, Élisabeth Drummond agonisait au bord de la Durance, le crâne défoncé, prenant le temps de mourir en gémissant sous la lune déclinante et indifférente. Voilà. C'est le point de conclusion du faux. Passons à autre chose. Ce que je veux dire, c'est que dans cette affaire, et c'est pour le sociologue très intéressant, c'est la première fois dans l'histoire judiciaire où il y a une interpénétration du travail judiciaire et du travail journalistique. À l'époque, on ne disait pas encore médiatique. On a un personnage en quête d'image, qui est le commissaire Sébeil, qui se prétend policier rural, inspecteur rural, qui va tout de suite sentir, ça va être une espèce d'intuition, que c'est un crime rural, et il va être instrumentalisé, comme il va instrumentaliser les journalistes sur place. Et il y a des moments où on va vous dire, il y a tel élément, c'est pas dans le dossier. Quand on a eu le dossier en main pour la première fois, on a commencé à perdre un temps fou à rechercher des éléments journalistiques qui n'étaient pas dans le dossier. Et parfois, ça a été l'inverse. Et alors, l'intérêt historique de cette affaire, c'est qu'effectivement, pour la première fois, on a la fusion, quasiment onirique, du judiciaire et du journalistique. Alors, pour démêler l'un et l'autre... Ce sont tous les journaux. À l'époque, mais bien sûr que oui, mais nous sommes d'accord là-dessus. C'est l'âge d'or de la presse. C'est l'un des premiers, soyons d'accord. Nous sommes tout à fait d'accord là-dessus. Toute la presse. C'est un fait divers qui, par son intérêt humain, l'histoire humaine, déclenche un intérêt formidable de toutes les rédactions de France, de Navarre et de l'étranger. C'est aussi parce que c'est l'été, qu'il n'y a rien dans l'actualité. Il y a donc un rush de journalistes. Et effectivement, il y a le contexte. Il y a un contexte qui est familier aujourd'hui. Il nous est familier aujourd'hui. Quand il y a un grand fait divers, il y a le même type de phénomène médiatique. Simplement, effectivement, c'est une des premières fois dans la France, 7 ans après la fin de la guerre mondiale, c'est une des premières fois où on assiste à ce phénomène médiatique. Il n'empêche, Jacques Chaput, l'enquête, parce que c'est quand même un élément fondamental, l'enquête de police menée par le commissaire Sébeil, est-ce que c'est une enquête, je dirais, à la va-vite, bâclée, en dépit du bon sens, ou est-ce que c'est, là aussi, ne transposons pas, ne nous trompons pas d'époque, est-ce que c'est l'enquête moyenne comme on les faisait à cette époque-là, où il n'y avait pas d'ADN, où il n'y avait pas les moyens modernes? Moyenne, soyons justes, soyons sincères. Par exemple, le pantalon
lorsque Sebeil arrive, un de ses collègues Girolami lui fait remarquer qu'il y a suspendu à un fil un pantalon de velours qui est en train de sécher. Et à qui est-il? À Gaston de Minici. C'est vrai. Et alors? Et alors, on ne le détache pas et on n'analyse pas, parce qu'à ce moment-là... Et alors, dans le doute, parce qu'on ne l'a pas détaché, parce qu'on ne l'a pas analysé, c'est la faute à Gaston. Non, c'est pour montrer que l'enquête a été... L'enquête a été très bien faite. de l'enquête. Oui, en plus. Ne parlez pas, s'il vous plaît. Jean-Charles... en 1955. Mais Jean-Charles Deniau, vous venez de refaire une enquête. Moi, je pense que l'enquête de Sebeil, elle vaut quoi? Elle était brinque-ballante au départ, c'est vrai. Au départ, c'est mal parti. Le terrain a été foulé à 8 heures. Quand à 10 heures du matin, à un moment, il y avait 60 personnes. On n'établit pas une scène de crime. Non, ça n'existe pas. Tout le monde se balade, tout le monde ramasse les trucs. Il y a des empreintes sur la voiture, sur la Hillman, il y a des empreintes partout. Les gendarmes n'ont pas... Oui, non, mais là, on essaye de rétablir un peu l'ambiance et les curieux. Des curieux fouillent dans la voiture. Des curieux fouillent, bien sûr. Un gendarme sort de la voiture en appelant pour qu'on l'aide, et c'est Gustave qui lui ouvre la porte. Non, je crois qu'au-delà de l'affaire Dominici, c'est le point commun de toutes ces grandes affaires à doute. Que ça soit l'affaire Seznec, l'affaire Grégory, tous ces grands faits divers à doute, on se rend compte qu'en fait, le doute naît de ces premières heures de l'enquête où le travail est mal effectué. Et à partir de là, l'enquête part sur des mauvais rails et arrive à des conclusions que l'on soutient ou que l'on ne soutient pas. Mais on est tous d'accord, et j'en suis ravi de ce point-là. L'enquête démarre très très mal. Et je voudrais apporter une précision complémentaire, c'est qu'à l'époque, on est dans un cadre juridique qui n'est pas celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Un seul exemple. La garde à vue, à l'époque, n'est pas limitée dans le temps. Ce n'est qu'en 1958 que la garde à vue sera limitée à 48 heures. À l'époque, il y a des gardes à vue qui durent 10 jours, 12 jours. Donc, c'est dans ce contexte fortement policier que l'enquête va quand même être conduite. Ne l'oublions pas. Alors, il y a quand même... n'empêche tout de même que Gustave, par exemple, lorsqu'il est entendu la première fois, il y a un député avocat... Non, c'est son avocat qui écrit au procureur général et qui obtient... Qui proteste et qui demande... Et il obtient du procureur général que la garde à vue soit interrompue parce qu'il trouvait, ce magistrat, qu'elle était d'une durée tout à fait inacceptable. Bon, alors, un mot de l'arme du crime, parce que dans un crime, il y a quand même un élément essentiel, c'est la recherche de l'arme du crime. On trouve l'arme du crime, cette fameuse carabine Rock-Ola, hein, c'est un nom de carabine américaine de l'époque. Est-ce que c'est l'arme du crime? Qu'est-ce qui prouve que c'est l'arme du crime? Aujourd'hui, là encore, on aurait des moyens de faire parler une arme au laboratoire de la police. Aujourd'hui, il faudrait... faudrait... C'est Sebeil, d'ailleurs, lorsqu'il l'a découverte, il a dit « cette arme parlera ». Et est-ce qu'elle parle vraiment? Cette arme, elle a parlé. Ah bon, à qui? Elle a parlé à tout le monde. Parce que cette arme, tout de même, le père Gaston de Minici l'a reconnue, Gustave l'a reconnue, Clovis l'a reconnue. Non seulement ils ont reconnu l'arme, mais les balles qui ont traversé le corps de Sir Jacques Drummond, d'Elisabeth Drummond, et lorsque l'arme, la Rocola... Attendez, la Rocola, c'est l'arme du crime. Oui, mais elle n'a pas parlé. C'est l'arme du crime. À quelle est parlé, c'est l'arme du crime. La Rocola, c'est l'arme du crime. On est d'accord là-dessus. Avec les éléments dont on dispose aujourd'hui, qui sont limités, c'est-à-dire effectivement les balles et les douilles retrouvées, le rapport d'autopsie, l'éclat de bois. Les deux éclats de bois, on peut penser que c'est l'arme du crime. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette arme appartenait à quelqu'un de la famille de Minici? Ils l'ont dit, eux, en tous les cas. Ils ont même montré où elle était. Non. Mais si. Bon, sur ce point, alors là, vraiment... Sur ce point, je constate qu'il y a des... Allez-y, après nous vous répondrons. Jean-Charles Deniau, votre avis là-dessus? Il y a un lien établi entre l'arme et l'un des membres de la famille de Minici, ou non? Clovis dit, cette arme, je l'avais vue pour la première fois en mai-juin 51. Sur un rayon dans la remise de la ferme. Je l'avais vue une seconde fois un peu plus tard. D'où venait-elle? Je n'ai jamais su exactement. J'ai toujours pensé qu'il s'agissait d'un souvenir de la libération, mais à la ferme, on n'était pas très loquace sur ce point. Voilà ce que dit Clovis. Clovis dit ça dans quel contexte et quand, je pense que c'est un point important. C'est-à-dire que Clovis, tout au long de l'enquête, tout au long des PV, parce que
une nouvelle fois, ne nous basons pas sur la presse, mais sur le dossier, parce que Gaston Dominici il a été condamné sur un dossier. Ce ne sont pas des éléments qui apparaissent. Et au contraire, lorsque l'expertise au moment du procès est faite au niveau des graisses, tu dois t'en souvenir, Jacques, au niveau des graisses de l'arme, on se rend compte que ce ne sont pas les mêmes graisses qui sont utilisées à la Grande-Terre, mais au contraire qui auraient des points communs avec celles utilisées par Clovis. Donc on est en plein dans le doute. Sur les armes de Clovis, ce sont des graisses à base d'huile d'olive. C'est ça. Non, c'est le contraire. C'est Clovis. Non, c'est le contraire. C'est l'huile d'olive à la Grande-Terre, comme la plupart des fermiers à l'époque. Et sur cette arme-là, on trouve une graisse minérale. Non, c'est le contraire. C'est l'huile d'olive, c'est Clovis. C'est Clovis, l'huile d'olive. C'est Clovis, l'huile d'olive. Les autres minérales. Il y a un élément important sur l'arme. Il y a des éléments intéressants qui arrivent. C'est qu'en 51, Clovis désigne une étagère dans la remise. Or, 51. Si, à la 52. 52. En novembre 52. Excusez-moi, en 52, il désigne. 23 novembre. Il désigne. Il désigne. Non, 53. Bon, attendez, ne pinaillons pas, si j'ose dire, sur les dates, parce que... On est donc. Il désigne cette étagère sur la remise. Or, à l'époque où il prétend que l'arme était sur l'étagère dans la remise, l'étagère n'existait pas dans la remise. Ah bon? Alors, moi, ce qui est curieux, c'est qu'il y a tout de même... Est-ce que ça ressort complètement de tout le dossier? Il y a tout de même... Non, mais non. Il y a tout de même trois... Mais j'ai un avantage. J'ai un avantage, quand même. Non, ça y est pas. L'étagère n'existe pas à l'époque. À l'époque du crime. La remise existe, l'étagère n'existe pas. C'est une toute petite... Bien sûr, bien sûr. Non, mais pour l'arme... Clovis vient et il indique où était l'arme. Gustave vient, il indique où il était là. À l'époque. Il n'y a pas d'étagère. Et il n'y a pas d'étagère. Au moment du crime. Au moment du crime. Non, mais attendez, non, mais pourquoi voudriez-vous quand un journal est faux, il soit vrai, et quand une étagère n'existe pas, elle existe. Je veux dire, mais la réalité, c'est qu'au moment du crime, l'étagère, et le dossier le démontre, n'existait pas. Bon, voilà. Alors, on laisse l'étagère là où elle est, et je vous pose la question suivante. Sur quoi se fonde le commissaire Sébeil pour immédiatement, enfin après quelques moments, pour soupçonner Gaston Dominici? Sur quoi se fonde-t-il? Puisque vous avez eu l'occasion de parler avec lui à ce moment-là. Il soupçonne Gustave. Non, Gaston. Il soupçonne Gustave d'abord. Il soupçonne, enfin disons qu'il s'oriente assez vite vers un assassinat venant de la Grande-Terre. De la Grande-Terre. Bon. Bien sûr, c'est extrêmement facile tout de même. Faut pas aller chercher à Stuttgart ou ailleurs des assassins. Oui, vous avez la maison des Dominici, ici, la Grande-Terre. Et vous avez ici un champ qui a été le matin livré au canal pour l'arroser, parce que une fois de temps en temps, les Dominici ont le droit d'arroser leur terrain. Malheureusement, Gustave a oublié de fermer, ce qui fait que la terre se tasse et tombe sur la voie ferrée qui est ici. Et la voie ferrée, si la terre est là, lorsque le train arrive, eh bien le train il stoppe. Et le père Dominici, il va être obligé de payer une très forte amende. Mais voilà, c'est qu'entre la Grande-Terre et là où il y a l'éboulement, viennent s'installer les Drummond. Et le père Dominici qui est angoissé, mais perturbé par cela comme un fou, comme un malheureux, car il ne comprend pas. C'est lui qui a une vie de labeur, il ne comprend pas pourquoi. Et voilà, une bêtise de son fils va tout compromettre. Alors il vient de chez lui à l'éboulement. Et là, qu'est-ce qu'il rencontre? Il rencontre Lillman. Et qu'est-ce qu'il y a à Lillman? Il y a un monsieur qui s'appelle Sir Jacques Drummond. Et Sir Jacques Drummond se dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ce vieux? C'est un maraudeur, etc. Et le maraudeur, Gaston, lui dit, allez, dégagez, car lui, il veut être libre d'avoir le temps et la possibilité, sans aucun obstacle, d'aller de chez lui à l'éboulement. Donc il y a une altercation, à votre âge, c'est votre âge? Il y a une altercation, il y a deux mots. Mais et on tue tout le monde comme ça, quoi. Non, attendez, on ne tue pas. Alors on ne tue pas tout le monde. Alors je finis quand même mon histoire. Allez-y. Par rapport à la question posée, on est très loin. Et alors, Gaston Dominici arrive à un moment avec sa carabine et il dit, allez, partez, dit-il à Sir Jacques Drummond. Sir Jacques Drummond dit, moi je ne veux rien en faire.
Jacques Chaput était là. Monsieur Chaput, vous étiez caché. Où étiez-vous caché? Il attrape la carabine. Où étiez-vous Il caché? attrape la Dans un carabine. carnet? Il attrape, non, ça suffit. Oui, où étiez-vous caché? Il attrape la carabine et malheureusement il appuie sur la détente, une balle part, etc. Donc Il là, va vous nous tuer avez tout le donné... monde. Attendez, là, Jacques Chaput a anticipé un peu. Il nous a donné sa version, en gros, de ce qu'est la tuerie. Oui, Ça part ça d'une a été bagarre, comme d'une ça. altercation. Mais le vieux l'a dit d'ailleurs que c'était passé comme ça. Ah non, mais alors, non. il y a une reconstitution. Non, non. Mais vous n'étiez pas né ce jour-là. La différence William entre vous et Raymond, moi, attendez, c'est que je Attendez, n'étais peut-être pas né à il me l'époque semble de qu'il y l'affaire, avait- mais j'ai le dossier. William Raymond. Il me semble qu'il y a une Et question très il y a une précise. déposition de Gaston Dominici qui est très Gilbert Collard, précise. soyez gentil. Quand il Attendez. passe aux aveux. Il me Laissez semble qu'il y avait une parler. question très précise et qu'on est sorti pour avoir en fait la version de Oui, la M. question que j'ai Chaput, posée. qui n'est même pas, il faut le préciser, le mobile du crime Non. tel que le commissaire Sebel avancé et tel que la justice l'a retenu pour condamner Gaston Dominici, parce que l'affaire Dominici, disons-le On carrément, a les aveux. c'est un fait d'eau qui tourne mal. Le mobile du crime, c'est quand même le crime sexuel. Mais bon, pour répondre à la question, pourquoi C'est pas ce qui a Sebeil été Pourquoi Sebeil Pourquoi Pourquoi pas l'avocat Sebeil général oriente-t-il D'accord. Pas du tout. systématiquement ses investigations Pas du sur la famille, sur Gustave, puis ensuite sur Gaston? Il y a différents éléments, et je crois qu'il faut être juste. Un de ces éléments, c'est quand même le comportement de la famille Dominici aussi. On peut penser à la non-culpabilité, on peut affirmer la non-culpabilité de Gaston Dominici, mais revenir sur ce comportement de cette famille, qui est quand même un comportement un petit peu trouble, où tout le monde s'accuse à un moment ou à un autre, où il y a Cette fois. Non, mais là on parle des aveux, je suis en train de parler de ce processus, une année et demie. Non. Et puis il y a un point qui est extrêmement intéressant aussi, c'est que aujourd'hui, 51 ans après, on reparle de cette affaire-là en oubliant complètement ce contexte de l'époque. Les Dominici vont être sous une pression quotidienne de la police, mais aussi de la presse. Il y a un des confrères de Jacques Chaput qui a quand même reconnu, et je trouve que c'est grave en tant que journaliste, de dire si les Dominici ont mis pied à terre, c'est grâce à nous. Ouais. Et donc il faut garder ce contexte-là, comme le disait tout à l'heure Maître Collard, de mélange entre la presse et la police, du comportement des Dominici, et le fait que Sebeil lui-même se présente comme un spécialiste du crime paysan. Il arrive là, et il y a une certaine logique à penser, et on ne peut pas le blâmer pour ça, une certaine logique à penser que si le crime a eu lieu ici, c'est que, cherchons dans l'entourage. Alors On Jean-Charles est à Degnaud. 165 mètres, il y a 165 mètres entre la Grande Terre et le lieu du crime. Mhm. 7 coups de feu à 1h du matin, et les Dominici sont réveillés. Ils savent qu'il y a les Drummond qui dorment là. Non, Ils savent, ne savent pas qu'ils dorment là. Ils les ont Ils vus à les ont 6h, à 6h30, Ah non. 19h, Gustave est passé et à dit... 21h. Oui, Et dit, 21h. attendez, ils les ont vus se 21h. coucher, se mettre en pyjama la veille au soir. C'est dans le PV de Gustave Dominici. J'ai vu Non, 3 c'est- personnes, c'est une un femme des PV de Gaston et une Dominici fillette. qui- Attendez, laissez. Allez-y, Attendez. je vous en prie. Audition à 8h sur le lieu du crime. Gustave Dominici, 32 ans, cultivateur. Il déclare spontanément au gendarme Bouchier hier 4 août 52 vers 20h30, me rendant sur la voie ferrée pour surveiller un éboulement. Passant sur le sentier qui relie la route nationale, j'ai vu 3 personnes, un homme, une femme et une fillette, qui Quelle se heure disposaient à camper. 20h30. Ces personnes se mettaient en pyjama à proximité de la route et de la voiture automobile. J'ai pensé qu'il s'agissait de gens de nationalité anglaise d'après l'immatriculation de leur véhicule. C'est la presse. C'est C'est la pas, presse. c'est pas une pièce du dossier, ça. Si, C'est pas une pièce non, du non, dossier. c'est- Je serais Alors, curieux de quelle est l'avoir. la Je cote? serais curieux de si, l'avoir. c'est une pièce du Non, dossier. mais quelle est la C'est dans le cote? PV. C'est dans le PV. Quelle est la cote? Je l'ai recopié, c'est dans le PV. Je l'ai, le PV. Je serais curieux de l'avoir Moi parce que aussi, si parce que- justement... Bon, attendez, bien tout sûr, à l'heure, je on l'ai, va- je l'ai. tout à l'heure, on marquera avait eu une cet pause et événement-là. il vous trouvera le Moi, PV j'aimerais pendant la bien pause. avoir- Je l'ai, le PV. Tout le monde peut se tromper, hein. Non, C'est- j'ai le c'est PV, c'est- j'ai le c'est PV. évident. Tant hein. mieux. Mais là, je crois sûr. plutôt que Bon, c'est alors, un élément journalistique. Attendez, il faut Pas qu'on du avance. tout. Il faut Pas qu'on du tout, avance. je Il crois. faut qu'on avance. Ouais. Il y a aussi quand même un élément de Ah, Il y, cette a- il y a un enquête. point important à Maître Collard, laissez-moi- propos de ce qu'il vient de dire, parce qu'on vient d'évoquer un facteur qui va compter énormément dans Oui. le procès. C'est le bruit que vont faire les coups de feu. Et on va se demander pourquoi la famille Dominici n'a pas compris que les coups de feu étaient déclenchés à proximité de chez elle. C'est un peu l'argument que tu comptais avancer, je crois, et qui a été avancé pendant le procès. Bon, on a dit, mais comment on tire des coups de feu à proximité, la famille Drummond est par là, et ces gens-là ne s'inquiètent pas. Or, en un mot, il y a un phénomène acoustique qui a été vérifié. Vous avez d'un côté la Durance, vous avez de l'autre le haut plateau de Ganagobi. Et à l'intérieur de cette caisse de résonance, il y a une déperdition du son et une reproduction du son. On ne peut pas, qui plus est, ce jour-là, il y avait un vent très fort, sauf erreur de ma part, et on ne peut pas, dans ces 3 conditions,
situer exactement d'où vient le coup de C'est ce feu. que dit Yvette dans le documentaire Voilà. que signe Jean-Charles Degnaud. Voilà. Elle le dit très précisément, il y a un phénomène d'écho, donc on l'a entendu, cette explication. Sauf qu'à Dabis, de l'autre côté, à 1,2 km à vol d'oiseau, il y a un témoin qui a entendu les 7 coups de feu très nettement. Ce qui prouve bien qu'il y a un phénomène d'écho. Très nettement. Ça prouve bien. Ça prouve Ce que je exactement voulais- Et ça il n'a prouve pas l'écho. entendu de voiture Non, démarrer. mais ça prouve bien après. le phénomène d'écho. Ce que ça. je voudrais vous demander aux uns et aux autres, c'est comment se fait-il que, bon, effectivement, les policiers, les gendarmes interrogent les membres de la famille plusieurs fois. Vous avez parlé des gardes à vue qui sont longues à l'époque. On sait bien que les gardes à vue, c'est un moyen de pression, etc. Mais comment vous expliquez que des fils, c'est quand même que des fils se mettent à dénoncer leur père? Alors, effectivement, un des deux, Gustave, se rétractera, mais un autre, quand même, hein. un autre, Ouais. les deux, à un moment donné, accusent leur père. Un an après. Et un se rétractera jamais, il est mort aussi maintenant, c'est Clovis. Clovis. Bon, comment vous expliquez que ces fils en viennent accuser leur père de l'assassinat? Oui, il y a la raison. Personne ne dit la avancée. vérité dans la vie, même parce qu'on Je n'ai rien dit là. Il y a la raison avancée par les Dominici que l'on peut croire ou ne pas croire, encore une fois, qui est de cette forme de chantage exercé par le commissaire Sebeil, qui est si ce n'est pas toi, c'est ton père, on condamne, etc. etc. Il y a cet élément-là. Et puis, encore une fois, je pense qu'il faut vraiment se remettre dans le contexte de l'époque et du mécanisme de l'aveu, parce que c'est une affaire qui va reposer sur l'aveu, qui repose. Il n'y a rien d'autre dans le dossier que des paroles, que des aveux, des gens qui se rétractent, qui changent 7 fois de version, et il faut savoir dans quelles conditions ces aveux-là ont été obtenus. Et je pense Ils n'ont pas été torturés quand même. Ah non, Non. c'est pas. Bon, je veux dire, il n'y a pas eu de. On les a pas. Mais vous savez très bien comme moi que quand vous Chaque fois qu'on les restez. convoque, chaque fois qu'on convoque Gustave, ça correspond à un moment fort de la vie paysanne. Il va y avoir une récolte, il va y avoir des semailles. On l'interpelle et là, Le 23 novembre, qu'est-ce qu'il y a le 23 novembre c'est le 23 novembre, il doit probablement y avoir quelque chose sur le plan agricole. Je ne sais pas quoi, mais chaque fois qu'on a interpellé C'est les Gustave, noisettes. ça a été peut-être pour les raisons des noisettes, j'en sais rien, mais ça a été pour le perturber dans le fonctionnement de l'entreprise familiale et rurale. Sebeil savait très bien comment il fonctionnait. Et vous n'allez quand même pas, vous, plaider ici pour le culte de l'aveu. De Vaux condamné sur un aveu. Hein? Miss-Etienneau, condamné sur des aveux. Bon, on sait quand même, Mais à nous, l'époque, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, c'était le culte on de sait l'aveu. quand même, C'était nous, ça, Oui, on il y a sait, nous, énormément de gens qui ont dans été quel- guillotinés dans à l'époque, uniquement sur les aveux. Hein. Dans quelles conditions? Alors, il y a deux types de violence. Bon, il y a la violence physique, ce sont les coups. Ce qui a été fait à Miss-Etienneau, la fameuse prière des Juifs. Non, mais restons dans Bon, le crayons, c'est les assez crayons, compliqué bon. comme ça. Et restons puis, dans son domicile, hein. il y a aussi la violence psychologique. Si tu ne mets pas en cause le grand-père, tu sais, la peine de mort, on l'applique pas aux vieux, on peut peut-être te l'appliquer, Et attention. les aveux de Gaston, alors, les aveux. Oui, alors Mais les aveux Gaston, de Gaston. Les aveux de effectivement. Gaston. Mais Gaston, d'abord, ses aveux, ils sont essentiels pour croire à son innocence. Qu'est-ce qu'il va raconter, Gaston? Gaston, C'est il va... parce qu'il avoue qu'il est innocent, vous dites. Oui, Oui. oui, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Bon. Gaston, il avoue quoi? Gaston, il avoue que ça lui prend d'un coup comme ça. Hein, il sort, bien sûr, avec sa carabine, parce que c'est En indispensable. patois, Hein, il parle. et il va draguer, pour employer le langage d'aujourd'hui, Madame Drummond. Et puis, comme il est évidemment un playboy nocturne, cette dernière va succomber à son charme, et ils vont sous les étoiles et au clair de lune copuler. Et à ce moment-là, À 1 mètre sœur du mari. voilà, à 1 mètre du mari. Et Ah, ce très sont bien. ses aveux, tels qu'ils sont Sauf retranscrits que ça se passe pas dans comme le ça. procès Sauf verbal. que ça ne s'est pas passé comme Ah, ça. et le mari, bien Sauf entendu, que c'est pas comme ça. qui dort d'un sommeil tranquille, d'un seul coup va être réveillé, probablement par les gémissements puissants de la femme qui prend son plaisir au clair de lune, et une altercation va s'en suivre entre Gaston et lui. Voilà, Sauf c'est que ça, pas ça le qui- procès verbal sauf des que ça aveux. ne s'est pas passé Et comme comment ça. avez-vous pu croire à cette sordide explication? Est-ce que- alors, Je laissez-les me convainc répondre. que je n'ai Vous leur aucune posez une confiance question, en ce que vous Sauf dites. que ça ne Laissez-les s'est pas répondre. passé comme ça. Alors, C'est comme ça, ça s'est pas passé que comme Gaston ça. le raconte. Oui, sauf que ça là, ne s'est du pas tout. passé Vous comme posez ça. des questions et vous Le les laissez pas gendarme répondre. Guérillon, Jean-Charles, contrairement Jean-Charles, est-ce que Jean-Charles. c'est ce qui a est-ce oui ou non ainsi que sont passés les aveux Non. de Gaston? Non, Après, Jean-Charles Degnaud. Droit-version. devant le gendarme Est-ce que c'est Guérino, ça les aveux de Gaston, Non. oui ou non? Mais ce n'est pas Non. ça qui a été retenu pendant le procès. Mais si, c'est Mais ça. bien sûr que non. Mais non. Alors, Bien sûr que laissez non. Jean-Charles Degnaud nous donner sa version. Pendant le procès, l'avocat général Rosan
Mais c'est un extrait de journal, ça. Non, c'est pendant le procès. C'est le réquisitoire de l'avocat général pendant le procès. Non, mais extrait de la presse. Non, pas extrait de la presse. Mais non, mais non. Vous avez Non, mais attendez, quand c'est vous, vous dites c'est extrait des documents, quand c'est les autres, c'est extrait des journaux. Monsieur Carrérou, je pose une question très précise. Ce réquisitoire que vous citez, vous le tenez de la presse ou d'un document écrit qui s'appellerait réquisitoire de Monsieur Rozan? C'est la presse qui a relaté mot pour mot ce qui s'est passé. Donc c'est pas ça du tout. Pierre Cise, à l'époque, était un menteur. Alors, je suis désolé, mais il y a eu... Alors là, on va encore dire que... Il y avait même des haut-parleurs dans la salle pour que les gens l'entendent. Mais ce n'est pas parce qu'un journaliste écrit quelque chose, excusez-moi de le dire avec beaucoup de respect pour votre profession, que c'est ça va être la forcément presse qui a assassiné les Drummond. Le carnet, il est bien inventé. Oui ou non? Là, vous l'avez déjà dit 4 fois. Vous semblez ne pas l'entendre. Réquisitoire de l'avocat général, le 28 11 54, Gaston Dominici. Vous prétendez avoir voulu voir l'Anglaise se déshabiller à 9h, c'est inimaginable. À cette heure-là, elle dormait sous sa couverture. Puis l'avocat général évoque un autre passage des aveux, le péché d'amour, avoué par Gaston Dominici, Lady Drummond cédant aux avances. Bon, cette version est non seulement absurde mais ignoble. Dominici, ne ternissez pas vos cheveux blancs de grand-père avec votre histoire de déshabillage et ce péché d'amour. Vous devriez avoir honte, ou bien vous vous moquez de nous. Votre histoire ne peut pas être vraie, et je l'ai démontré. Et ben alors. Mais faites bien attention maintenant, j'en arrive à vos crimes. Il est condamné là-dessus. Le péché d'amour. Mais non, ça c'est un réquisitoire. Il faut voir les 7 questions que pose le magistrat. Non, mais les 7 questions que pose le magistrat qui sont posées au jury qui sont importantes. Et les questions posées au jury tournent autour de ça. Ça c'est le réquisitoire. Mais pourquoi cet extrait qui est gêné lui-même, qui est gêné par cet extrait. Jacques Chaput. Dominici est condamné sur quel au procès? Il est condamné sur quels critères? Au procès. Parce qu'il a d'abord avoué qu'il était le coupable, et que son fils le reconnaît comme coupable. Je l'ai vu, car le fils Gustave, lorsque à 1h du matin il y a les 7 coups de feu, il descend dans la cour pour voir ce qui se passe, et là il voit arriver chancelant, titubant son père, qui lui dit: je les ai vus tous les 3, j'étais sous. Monsieur Chaput, nous sommes d'accord, c'est sur les aveux. Il a bien dit ça. C'est sur ces aveux qu'il a été condamné. Sur les aveux de qui? Gaston Dominici. Oui. A été condamné sur ses aveux. Ah, sur ses aveux, oui. Merci. Bon, alors, et vous, pour vous, le mobile, ça n'a pas été ça. Alors, on a retenu les aveux, mais à l'intérieur des aveux, on a fait du nettoyage. Giono, qui a assisté au procès, dit: il y a un fait, l'accusé a avoué, il a avoué 4 fois, la défense nous dit qu'il s'est désavoué 4 fois, il a avoué 4 fois. Bon, alors, il s'est 4 fois sous la pression policière. 5 fois. Et la dernière version qui est retenue, c'est celle du crime sexuel. On va être obligé de marquer. La version qui est retenue, c'est le crime sexuel. Alors, messieurs, c'est la question qui a été posée au juré, quand même. Messieurs, on va marquer une pause. Avant de marquer la pause, on parlera des autres hypothèses. Parce que si... Alors, d'abord, je voudrais quand même que vous me certifiez que pour vous, il n'y a pas de... Jacques Chaput, pour vous, dans votre intime conviction, vous n'étiez pas juré, vous étiez journaliste, mais dans votre intime conviction, ayant entendu tout ce qui s'est dit... coupable. J'ai l'intime conviction que Gaston Dominici est coupable. Mais je ne veux pas qu'il se... Moi, je ne veux rien contre. Non, je vous demande votre La meilleure conviction. preuve, c'est... Vous pourriez m'en être reconnaissant, puisque vous êtes un peu l'avocat d'Alain Dominici. C'est grâce à moi... Je suis totalement l'avocat d'Alain Dominici. C'est grâce à moi que le vieux Dominici est sorti de la prison. Oui, alors ça m'amène effectivement une question. Avant la pause, je voulais quand même vous poser cette question. C'est important parce qu'il y a des gens... Sachant que le président René Coty, dernier président de la 4e République, a commué la peine, parce que Dominici, à l'issue de son procès, est condamné à mort. Bon, condamné à mort à l'époque, à la guillotine. Bon. Ça, dans un premier temps, il va en prison, Baumette. Le président de la République, René Coty, utilise son droit présidentiel, sa prérogative présidentielle, pour commuer sa peine en... alors, il y a des gens qui pensent que, peut-être, il voulait dire par là qu'il ne croyait pas coupable. Ensuite, un peu plus tard, 3 ans après, le général de Gaulle, premier président de la 5e République, lui libère Gaston Dominici. Et il y a des gens qui, ayant vu, pensent qu'effectivement le général de Gaulle... Vous pensez donc... Il le libère, mais il garde sa condamnation. Non, la question que je vais vous poser, c'est que ces 2 décisions présidentielles, prises en fonction des prérogatives
de l'un et de l'autre ne signifie pas que les présidents de la République concernés ont cru à l'innocence de Gaston Dominici. Rien ne permet de le penser. On peut rentrer dans l'interprétation. Non, c'est pas une histoire. Exactement. Juridiquement, on ne peut pas dire que ça équivaut à une reconnaissance d'innocence. C'est bien évident. Sauf que la question que l'on peut se poser, c'est le général de Gaulle Seulement de Gaulle n'avait pas l'habitude de gracier les assassins d'enfants. Sauf que s'il avait été persuadé de l'innocence de Gaston Dominici, il est resté au pouvoir jusqu'en 1969. Il avait tout le temps de lancer les procédures de partir en guerre contre une magistrature qui déjà ne lui était pas favorable. Il lui est resté 9 ans au pouvoir. On va marquer une pause. Peut-être que ça permettra aux uns aux autres de rechercher dans les notes du procès. Et puis on va se demander après la pause si ce n'était pas Gaston Dominici, qui était-ce? Et là, on abordera la thèse Raymond. Pause, Jacques Chaput, vous vous déclariez convaincu de la culpabilité de Gaston Dominici. Et d'autres, ici, dans cette émission, sont convaincus exactement du contraire. Alors, si ce n'est pas Gaston Dominici, est-ce qu'on peut envisager, Jean-Charles Degnaud, que d'autres membres de la famille ont été les coupables et que le vieux, comme on dit, de la grand-terre, a couvert ses fils ou ses petits-fils, non pas petits-fils, mais moi, fils, je n'ai pas de religion. Je ne suis pas parti sur ce travail avec une religion établie, l'innocence ou la culpabilité. J'ai essayé de faire mon travail de documentariste. Vous étiez plutôt convaincu de l'innocence. Simplement, si ce n'est pas Gaston, il y a un grand mystère autour de Gustave, autour d'autres personnages de la famille, du petit-fils, ou un troisième, on parle aussi d'un troisième personnage, mais dans l'état actuel de nos connaissances, pour moi, l'hypothèse la plus probable, c'est Gaston Dominici tout seul. Mais je n'ai pas de religion établie aujourd'hui. Alors donc, aussi bien Jacques Chaput que vous, Jean-Charles, vous êtes plutôt sur cette ligne-là, sur cette thèse ou conviction. William Raymond, vous êtes convaincu d'une autre thèse, puisque c'est le fondement de votre livre, qui a d'ailleurs servi donc, pour l'émission, pour le téléfilm, les deux téléfilms de TF1, et vous sortez votre conviction de ce que on appelle les aveux de Bartkowski. Alors, dites-nous en quelques mots ce qui était ce personnage de Bartkowski et comment il surgit dans l'affaire Dominici. Moi, je suis d'abord convaincu de la non-culpabilité et après, au-delà de la non-culpabilité, une explication fort possible à mes yeux, les assassins retrouvés. Donc, Bartkowski est un Allemand d'origine polonaise qui est arrêté 3 jours après l'assassinat en Allemagne, en zone française. À l'époque, l'Allemagne est coupée en zones. Et qui va être interrogé quasiment quotidiennement par la police par la police allemande pour refaire son parcours sur l'année 52. Et il va avouer un certain nombre de crimes et délits. Et en octobre, je crois, j'ai pas la date précise, mais en octobre 52, il va arriver aux aveux de sa participation à un crime. Ce crime, c'est en toute apparence le crime des Drummond, ce qui va motiver la police française, la Sûreté nationale, à envoyer le commissaire Gillard, qu'on le retrouvera plus tard en 55 au moment de la contre-enquête, à aller interroger Willem Bartkowski. Mais dès 52, le commissaire... Ça se passe le 12 novembre 52. Dès 52, donc Gillard. On est encore... Oui, Gillard, on est encore... 52, procès d'interrogatoire de Bartkowski. Il est entendu par un commissaire français. Et comment se fait-il alors que ce commissaire français considère que ça n'a pas d'intérêt, ce n'est pas... Non, un commissaire français ne prend pas de décision sur l'intérêt ou pas de poursuivre une piste. Lui, il fait un rapport avec ce qui lui semble des points à creuser, des points intéressants et des points qui lui semblent aller dans le sens contraire des aveux, de la vérité des aveux de Bartkowski. Donc après, il va remettre son rapport à son autorité, et c'est son autorité qui va décider de ne pas poursuivre cette piste. Du moins, apparemment, de ne pas poursuivre cette piste. Après, et il ne poursuit pas. Il ne la poursuit pas puisqu'il conclut, d'après lui, que Bartkowski est un mystificateur. Bon, alors, ça c'est ce qu'il dit en 1965, lorsqu'on lui pose la question dans la presse. Oui, il n'écrit pas cela dans son rapport. Je vous pose la question à vous, puisque vous avez enquêté notamment sur cet aspect des choses. Est-ce que vous croyez sincèrement que le commissaire Gillard, qui est un grand flic, un grand policier de l'époque, volontairement met sous le manteau et abandonne volontairement, et pour quelle raison,
une piste qui pourrait être une piste très, très chaude et très, très intéressante. Écoutez, pour répondre précisément à cette question-là, le commissaire Gillard, que j'ai pu interviewer avant qu'il décède il y a quelques années, se présentait lui-même comme un serviteur de l'État. Donc, je ne pense pas que c'est lui qui va prendre la décision, tout simplement, d'étouffer ou de poursuivre. C'est pas la procédure, déjà, de poursuivre ou d'étouffer une piste. Il remet son rapport et c'est au-dessus de lui que, selon toute apparence, on décide... Non, c'est pas forcément un complot. On décide de ne pas poursuivre cette piste-là. Parce que la piste... Juridiquement, c'est vrai. C'est pas, Maître pas à lui Collard, de prendre... J'essaie de prendre la décision de clarifier des choses qui sont dans 200 pages ou 150 pages du bouquin de William Raymond. J'essaie de les clarifier. Bartkowski, lui, dit j'étais avec un certain nombre avec 3 personnes, 3 complices, et c'est nous qui avons... Enfin, c'est eux. Ah non, non. C'est eux qui ont tué... Oui. Bon. Mais pas les Drummond. Il raconte un fait divers. Il raconte un fait qui n'a divers. rien à voir avec les Drummond. Ces 3 personnages seraient des agents d'une puissance étrangère, en l'occurrence. Non, pas des agents, ce sont ce qu'on appelle des barbouzes. Des barbouzes au service... Non mais je résume. Des barbouzes envoyés par le KGB ou par les services soviétiques à l'époque. Non, les services secrets tchèques. Les services tchèques. Bon, enfin, on est dans la même mouvance. Alors expliquez-moi. Moi, je connais un peu l'histoire de la 4e République. La 4e République, on peut dire, assez rapidement, après avoir évacué les communistes du gouvernement, ce sont des gouvernements qui sont plutôt anticommunistes et atlantistes. C'est d'ailleurs un des reproches qu'on leur fait parfois. Je ne vois pas en quoi ils auraient eu intérêt, ces gouvernements, puisque vous dites c'est au-dessus que ça s'est passé, ces gouvernements auraient eu intérêt à cacher une piste dans laquelle des agents tchèques ou au service d'un pays communiste auraient assassiné sur le territoire français un agent, puisqu'on dit dans cette thèse-là que M. Drummond serait un agent de l'intelligence service et des services secrets britanniques. Au contraire, je dirais les services français auraient eu tout intérêt à dénoncer cet assassinat par un commando venu du froid, venu de l'Est, d'un agent anglais. Pourquoi est-ce qu'ils auraient décidé là encore, de mettre ça sous le tapis? On ne peut pas répondre avec certitude. Moi, je peux vous donner deux hypothèses, parce que moi aussi, je connais très bien cette période-là, et je connais très bien cette période-là vue par les services secrets, parce que j'ai rencontré énormément de personnes de ces services-là. Il y a 2 raisons. Si l'hypothèse Bartkowski est vraie, elle pose un problème grave aux autorités françaises, c'est le passage des frontières via la corruption. C'est ce qu'on peut déduire de ces aveux. Deuxième point, c'est que on se retrouve dans un règlement de compte, dans un crime interservice, et nous, Français, on a fait les mêmes choses ailleurs. Donc, on n'a pas intérêt à sortir un cadavre du placard. Est-ce que je peux vous replacer un mot, le contexte de l'époque? Nous sommes au mois de août 1952. Il vient d'y avoir, au mois de mai, l'histoire des pigeons. On est en pleine guerre froide, l'histoire des pigeons avec Jacques Duclos. Voilà, Jacques Duclos. Voilà. On a arrêté Jacques Duclos. Il y a des manifestations partout en France. On est en pleine période de guerre froide. Et on évoque déjà... C'est l'époque où les communistes manifestent à Paris au nom de Ridgway la peste contre les Américains. Oui, voilà. Le fils de Thorez est emprisonné, Duclos est emprisonné. C'est la guerre froide. Et l'hypothèse de l'espionnage sort dans la presse communiste, d'ailleurs, dans l'Humanité Dimanche. C'est même Chabrol qui écrit le papier, comme un règlement de compte entre services américains et anglais. Et c'est là que les premières hypothèses sur l'espionnage des Drummond, sur Drummond espion, apparaissent. C'est dans la presse communiste. Et il n'est pas question de pays de l'Est. Et si le gouvernement français avait pu à l'époque sortir quelque chose contre les pays de l'Est, il l'aurait fait sans aucun problème. Mais non, ça c'est une interprétation que vous faites. Je peux permettre une observation. Oui, Maître Collard, vous avez été très modéré dans votre expression dans cette deuxième partie. Donc je peux me permettre une observation. J'ai la chance et la malchance d'être l'avocat du général Ossarès. Tu le sais du reste. Donc, les services secrets de l'époque, il m'en a un peu parlé. Il était inconcevable, à supposer que l'hypothèse avancée soit vérifiée. Il était inconcevable que les autorités politiques françaises, compte tenu de la dette morale vis-à-vis de l'Angleterre, acceptent d'assumer que sur le territoire national, des agents secrets, des barbouzes, pouvaient impunément assassiner un représentant aussi honorable, aussi notoire
que Sir John Drummond. Jamais, et Dieu sait que cette 4e République, elle a été taisante sur beaucoup de choses, et les gens qui connaissent bien l'histoire de la 4e le savent, jamais la 4e République n'aurait accepté de reconnaître que sur le territoire, on pouvait tuer un représentant de l'Empire britannique qui avait donné tant de morts pour la résistance et pour la libération de la France. Jamais. Mais ça c'est une interprétation aussi, c'est exactement la même chose. Bon, alors, attendez, si on parle de services secrets, il faudrait répondre à une question que je n'ai pas posée dans la première partie, mais Jack Drummond, anobli par la reine pour service rendu, Sir Jack Drummond donc, était-il un agent des services secrets anglais ou avait-il simplement rendu des services en tant que nutritionniste pendant la guerre? A-t-il véritablement, William Raymond, appartenu à l'Intelligence Service ou à un des services de renseignement de l'époque? Avant de répondre à votre question, il faut évoquer un point extrêmement important sur les aveux Bartowski. Le fait que, comme Maître Colbert vient de le dire, il faut aller vérifier ces aveux-là. Et justement, il existe un moyen de le faire, un moyen très simple, c'est que Bartowski, dans son énumération d'informations, il parle du passage d'un bus avec des lampions. Jourdan avec des lampions, oui. Non, il ne cite pas le Car Jourdan parce qu'il ne sait pas. Mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que on a cette personne, Paul Jourdan est encore en vie aujourd'hui, et son témoignage faisait partie de la requête en révision qui a été déposée en 98, qui lui passe à 1h10 et qui, ne connaissant pas le PV Bartowski, ne connaissant rien de cette histoire-là, voit une voiture garée là où Bartowski prétend garer. C'est-à-dire qu'on a Bartowski qui explique qu'il voit un bus, et on a le conducteur, laissez-moi terminer, le conducteur du car qui explique voir cette voiture-là. Donc là, ça devient extrêmement troublant. Sauf que ça peut être dans plusieurs endroits. Ça c'est pas très clair non plus. C'est pas clair du tout dans les aveux de Bartowski. Et si on suit à la lettre les aveux de Bartowski, on s'aperçoit que lorsque la voiture avec Bartowski au volant s'arrête, c'est devant la Grande Aire. Non, parce que vous parlez d'une seule version que vous avez dû consulter sur mon site internet. Il y a plusieurs versions de Bartowski. Bartowski est passé aux aveux à la police allemande, donc oui. Il y a des aveux allemands. Est-ce que vous les avez eus? Oui. Je ne pense pas. Je ne pense pas, ça m'étonnerait. Ensuite, après, est-ce que vous avez eu, donc, vous avez eu ce que j'ai mis moi en ligne pour que le public puisse juger, donc sur le site dominici.info, où vous avez la version Gillard, où vous avez une traduction des aveux de Bartowski, et ensuite vous avez, lorsque un an plus tard, il est interrogé par Jack Burton des services secrets britanniques, où il va remettre des détails. Donc on a différentes versions des aveux de Bartowski qui se contredisent toutes. Non, elles ne se contredisent pas toutes. Elles vont tous dans le même sens de sa participation. Et puis, imaginons un instant qu'il a menti. Imaginons un instant. Pourquoi? Quel serait le mobile? Pourquoi cet homme-là, laissez-moi terminer s'il vous plaît, pourquoi cet homme-là aurait avoué une vingtaine d'autres crimes et délits, que tous ont été vérifiés par la police allemande, dont l'enlèvement et l'assassinat d'un scientifique allemand, et que ces faits-là ont été vérifiés par la police allemande et sont vrais, et pourquoi soudainement, en novembre 1952, il irait inventer un crime dont la presse allemande ne parle pas? Pourquoi? Mais il a été... Gillard l'a interrogé. Dans le rapport Gillard dit c'est un mystificateur. Non, parce que Gillard le dit en 65. Il le dit tout au départ, mais bien sûr que si. Bon, attendez, moi j'apporte aussi une pièce, puisque vous apportez tous des pièces. Moi j'apporte une pièce qui est les commentaires écrit par le juge Carias, qui était le juge d'instruction en 55, oui, et qui a lu avec intérêt le livre de William Raymond, puisque je disais tout à l'heure que le livre de William Raymond a été publié en 1997. Il a donc lu, il est mort depuis, donc on ne peut pas lui poser la question, mais il a écrit en 97 ce texte que j'ai là, Dominici non coupable, la thèse de William Raymond. Et il revient notamment sur Bartowski, et lui dit sa conclusion, il évoque le rapport de contre-enquête du commissaire Gillard, et dit sa conclusion telle qu'il l'a donnée à William Raymond est formelle, Bartowski est un mystificateur, etc. Et là-dessus, il dit, en ce qui concerne William Raymond, il donne l'impression que Gillard conclut à la culpabilité de Bartowski, mais il n'en est rien, seuls les commentaires de l'auteur du livre vont dans ce sens. Voilà ce que dit
concernant... C'est ce que dit Carias en mélangeant deux choses. Enfin, c'est ce que dit ce monsieur, quand même, qui était le juge d'instruction. Écoutez, c'est facile. Vous savez, c'est un livre de 60 pages. Je peux vous sortir d'autres citations où il m'en cause de la politique de salaire. Laissez-moi terminer. Sur ce point-là, il mélange deux choses. Lorsque j'interviewe Gillard, parce que je suis seul à l'avoir fait en 97-98 sur ce point-là, en 96, excusez-moi, c'est là qu'il me dit le mystificateur. Mais ce n'est pas dans le rapport. Et c'est encore plus troublant. Je vais vous expliquer quelque chose d'extrêmement intéressant parce que le juge Carias, on s'est rencontrés de nombreuses reprises après la publication du bouquin, c'est que Carias a été responsable de la contre-enquête, donc Chenevier et Gillard. Et lorsque je demande à Carias, mais le commissaire Gillard vous a-t-il fait part de cette information-là? Il me dit non. Donc on se retrouve dans une situation intéressante où même Gillard n'est jamais allé en parler à Carias. Non. Donc Carias, jusqu'à la sortie du livre, n'est pas au courant de la thèse de Bartowski. Et vous pensez que Gillard aurait accepté de faire sa contre-enquête avec Chenevier en sachant que il n'irait pas jusqu'au bout puisque c'était cette piste de l'espionnage. Il savait qu'il y avait une histoire d'espion et il aurait quand même fait cette enquête alors qu'on sait que Chenevier et Gillard étaient soucieux de réussir cette enquête. Il serait allé au casse-pipe, sachant très bien qu'il ne pourrait pas aller jusqu'au bout. Le seul but de la contre-enquête, le seul but de la contre-enquête était un petit peu de laver cette image complètement trouble de la police, la justice française à la sortie du procès 1952. Gillard et Chenevier sont là. Gaston Dominici a accusé la contre-enquête. Gillard et Chenevier sont là pour essayer de prouver une autre culpabilité et quelque part montrer que la police et la justice, après s'être trompées, peut rectifier son... Je suis désolé, la contre-enquête n'a été décidée que parce que Gaston avait accusé Gustave et Zézé Perrin. Si Gaston n'avait rien dit, il n'y aurait jamais eu de contre-enquête. Non, mais je vous parle sur la motivation. Là, on parle du levier technique qui va lancer ça, mais la motivation est là. Et pourquoi, alors je vous repose une question au sujet de Gillard, pourquoi Gillard éprouve-t-il le besoin de venir, au moment du procès, anonymement suivre la totalité des débats? Gillard est là pendant le procès de 1954, de manière anonyme. Pourquoi c'est normal? Oui, c'est normal. Pourquoi donc? Moi, j'ai vu Gillard pendant tout le procès, en effet. Il était là, il avait été envoyé pour assister au procès. Et alors, envoyé par qui? Par le garde des Sceaux. Voilà, et alors, c'est une affaire qui n'intéresse pas du tout l'État. Bien sûr que c'est puisqu'il l'avait envoyé. Il l'avait envoyé en 1952 pour interroger Bartowski. Permettez. On est en train de nous dire que l'hypothèse avancée par William Raymond serait romanesque. Confirmée par un témoin. Voilà. Mais confirmée par un témoin. Jourdan. Mais attendez, permettez. Ouais. Mais il est clairement dit aujourd'hui qu'un haut fonctionnaire de police est dépêché pour assister au procès par le garde des Sceaux. Il m'est arrivé quelquefois dans ma pauvre petite vie de plaider des affaires importantes. C'est une grosse affaire. Oui. Mais j'ai rarement vu le garde des Sceaux dépêcher un fonctionnaire de police pour faire de la surveillance rapprochée sur le déroulement de l'affaire. Est-ce que vous avez vu aussi, l'affaire était tellement importante que, est-ce que vous avez vu un garde des Sceaux, c'était Martineau Deplat, décider une contre-enquête à la suite d'un jugement d'assises? C'est rarissime. C'est rarissime. C'est que le trouble avait été jeté dans l'opinion publique au moment du verdict, lorsque Gaston a dit « ce n'est pas moi, c'est Gustave et Zézé Perrin ». À mon avis, l'histoire de la Luzerne. Il y a une force inhérente à l'erreur judiciaire. C'est qu'elle empêche beaucoup de gens de dormir. Voilà. Il y en a qui peuvent passer toute leur vie en dormant bien, en sachant qu'il y a une erreur judiciaire, tout en essayant peut-être de réparer sans qu'on le sache, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas dormir. Or, on peut parfaitement s'imaginer que trop de gens savaient que Gaston avait été injustement condamné. Et en même temps, peut-être qu'officiellement, ils ne pouvaient pas les faire tomber le masque. Ils œuvraient pour que progressivement, on arrive à ce qui s'est passé, qu'il soit libéré. Enquête, contre-enquête, grâce, la peine est commuée, puis libération de Gaston. Enfin, quand même, ça ne vous questionne pas profondément tout ça. Ça ne vous amène pas à vous dire que des gens, quelque part, depuis le début, savent que cet homme, on l'a poussé à la guillotine à tort,
Ça vous préoccupe pas tout Non, on ça? n'a pas L'enquête, la poussé. contre-enquête, la grâce, la libération? Si Gaston, Vous restez assis, vous continuez à rester assis dans vos certitudes. Si Gaston n'avait pas accusé Gustave et Zézé Perrin, il n'y aurait jamais eu Mais qu'est-ce qu'il contre-enquête. pouvait faire d'autre, le pauvre homme, pour essayer de réveiller les gens Il qui n'a jamais dormaient? accusé personne en dehors de la famille Dominici. Mais qu'est-ce Jamais. qu'il pouvait faire Ah, d'autre? ça c'est faux. Il y a eu au niveau de la famille Dominici dire voilà, c'est une thèse extérieure. Certains journalistes l'ont suivi, mais si la police n'enquêtait pas là-dessus, De ça toute mène à manière, il rien. était Ça piégé mène à de tous rien. les côtés, cet homme. Rappelez-vous cette phrase terrible de Roland Barthes. Il n'y a pas de pire crime que de voler. Oui, Barthes, ça vous en tapez, je sais bien. Il n'y a pas de pire crime que de voler sa parole à un homme. Gaston Dominici, il avait même pas les mots pour répondre à ce président qui le piégeait constamment. Attendez, Barthes n'a pas menti. Dans Mythologie, Barthes ment. Dans Mythologie, il ne ment pas, mais ce n'est pas sur la C'est pas son culpabilité sujet. de Dominici, comment c'est dire- simplement voilà. sur les mots. C'est de la sémantique, faut arrêter. Très franchement, je ne sais Bon. pas. Je ne sais Écoutez, on pas va qui- essayer de sortir de Barthes et de revenir. Non, mais à c'est de la sémantique. tout ça fait C'est de partie la de l'affaire. sémantique. Oui. Je veux dire, ce que je peux dire, moi, hein, c'est qu'à partir de l'affaire Dominici, il y a l'instantané à l'intérieur duquel on voit tout ce que la justice peut faire d'ignoble. Et ça a continué. Ça a continué avec Deveau. Ça a continué avec Omar Haddad. Et ça continue. Alors je vous en prie, à un moment donné, aidez-nous à dire aussi qu'ils n'ont pas toujours raison, ceux qui prétendent détenir la vérité et ceux qui prétendent l'écrire. D'accord. Aidez-nous un peu aussi. Alors Le voulez-vous me problème dire n'est tout pas de là. même, et je vais demander ça Jacques Chaput. à Raymond, moi je veux bien que Sir Jacques Drummond ait été un espion, mais je voudrais savoir pourquoi les espions, il y a tout ce qu'on veut aussi chez les espions, hein. Pourquoi ces espions ne sont-ils pas allés tuer Sir Jacques Drummond à Nottingham lorsqu'il faisait promener son chien ou lorsqu'il faisait pipi contre un chêne? Pourquoi il est allé le chercher au fin fond des Basaltes? Et pourquoi, surtout, il a tué sa femme et sa petite fille? Alors ça, pourquoi? Vous en connaissez beaucoup des espions de ce genre? Alors, William Raymond, vous êtes interpellé là, directement. Oui. Ah oui, Je peux vous répondre, mais bon. Pourquoi, Non, non. pourquoi aurait-il été liquidé là par Ouais, ce non. commando? C'est beaucoup plus facile d'agir sur le territoire européen que d'aller agir en Angleterre qui est sur une île, déjà. Non, mais enfin, Ah non, c'est beaucoup plus facile. pourquoi prendre la C'est plus facile. pétoire de vieux Gaston Dominici? Mais ce n'est pas une pétoire. Alors que Barkovski, Bon, ce n'est pas une Barkovski, dans pétoire. votre, Arrêtez dans avec ça, votre ce n'est pas une déposition de pétoire. Barkovski, il Ce n'est dit pas une pétoire. les deux tueurs sont rentrent dans la voiture après avoir Non, exécuté pas le ministre et Non, placent il y a les fait armes sous le coffre arrière. Alors, William Raymond, permettez-moi de vous poser une question un petit peu dans différente, tous les sens, mais c'est- qui est c'est- celle-ci. Oui. C'est vrai que c'est le cas dans beaucoup d'affaires, mais moi je reste sur l'affaire Dominici, je ne parle pas d'autres Mhm. affaires aujourd'hui, mais est-ce que c'est pas plus tentant, plus séduisant d'aller choisir une thèse, disons, conspirationniste, c'est-à-dire derrière un crime relativement simple, hein, éventuellement une altercation, un paysan, sous, pas sous, j'en sais rien, qui éventuellement tue 3 personnes qui sont venues sur son territoire au nom de c'est chez moi. Est-ce que c'est pas la colère? Est-ce que c'est pas plus simple d'aller chercher une théorie de service secret, etc. Est-ce que c'est pas Non, un c'est peu beaucoup plus- rocambolesque? C'est beaucoup plus compliqué en fait. Et pour revenir à la genèse du livre, parce qu'on parle du livre, je pensais qu'on avait parlé plus de l'affaire Dominici. Mais parlons du livre. Non, parlons du livre. La genèse du livre, lorsque moi je me lance, même si je suis originaire du département, c'est une affaire qui ne m'a jamais passionné plus que ça, et je me lance aussi sans aucune opinion. Et c'est après le fruit d'une enquête. Il n'y a pas de réflexion à se dire est-ce que ça va être un complot, est-ce qu'il faut prouver la non-culpabilité ou la culpabilité de Gaston Dominici. C'est le fruit d'un travail, comme n'importe quel journaliste qui va mener une enquête sur n'importe quel sujet et qui va arriver à des conclusions. C'est même pas une question que je me pose. Après, moi, ce que je trouve dommage dans tout ce mois de polémique là qui vient de s'écouler via médias interposés, c'est qu'on est passé complètement à côté de ce qui fait que moi aujourd'hui je suis là et qui fait que je me bats aux côtés de la famille Dominici. À la rigueur. Pour la révision. Oui, mais pourquoi? À la rigueur, l'affaire Dominici, soyons honnêtes, on s'en fout. Ce qui est important pour moi en tant que journaliste et en tant que citoyen, c'est comme le disait Albert Land, de porter la plume dans la plaie. C'est un thème
on s'en rend bien compte aujourd'hui, on a un homme qui a été condamné et 50 ans après, on n'est toujours pas d'accord sur les raisons qu'il a amenées. Et donc, moi, c'est le thème. Cette thèse de l'espionnage. C'est le thème qui m'a poussé à agir en disant, au-delà de l'affaire Dominici, c'est un problème de justice, d'infaillibilité de la justice qui peut vous toucher, vous demain et moi demain. On est d'accord. On Voilà. est d'accord là-dessus. Jean-Charles Legnaud. On est d'accord, sauf que cette thèse de l'espionnage, elle ne tient pas du tout. Et vous le dites Début après à la fin. un mois d'enquête. Est-ce Eh que vous bien, avez rencontré justement, Paul moi, je peux Jourdan vous- Est-ce que vous avez rencontré Paul Est-ce que Jourdan je peux vous poser une question? Est-ce que vous avez rencontré Paul Jourdan Est-ce que vous avez rencontré Paul Ah ben Jourdan? voilà, Est-ce que alors je faites peux- une enquête à est-ce que charge je dans peux- ce cas-là. Est-ce que je peux vous poser une Évidemment, question? je suis là. Bon, vous parlez des armes des assassins. Mhm. Ce sont donc Bartkowski et consorts qui sont venus avec des armes, avec 2 armes, et une de ces armes a servi à tuer les Drummond. 3 armes, mais bon, c'est un détail. 3 armes. 3 armes. Mhm. Il y a 3 armes maintenant. Un pistolet. Dans votre livre, Non, oui, un pistolet plus 2. Ouais. Bon, et c'est une des 2 armes qu'ils ont pris derrière le siège qui a servi à tuer les Drummond. Mhm. Vous êtes d'accord? D'après ce que raconte Bartkowski, oui. Oui. C'est ce que raconte Eh bien, Bartkowski. Bartkowski, dans le prologue, même dans le prologue de votre livre, Mhm. dans le prologue de Mhm. votre livre, Je vous sais ce qui est dites- écrit. vous dites que Bartkowski est chauffeur, Mhm. les assassins vont perpétrer leur crime, il entend les coups de feu, ils reviennent, ils démarrent, ils remontent dans la voiture, et vous dites dans votre livre, Mhm. il dépose une arme derrière le siège, l'autre est dans la Durance. Je l'écris pas comme ça. Vous l'écrivez, Je l'écris pas comme ça. Mais ce qui est important, Attendez. Monsieur Degnaud, allez-y. l'autre est dans la Durance. Donc, c'est l'arme du crime. Sauf que dans le prologue de votre livre, je ne dis pas vous dites, que Bartkowski pendant que la voiture dit- roulait, les fusils ont été replacés sous le siège. Donc les 2 fusils ont été replacés sous le siège. Vous avez là un livre donc, qui a été écrit en 1997. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a différents procès-verbaux d'aveu de Bartkowski, dont un, le dernier que j'ai pu découvrir, les papiers anglais, où il s'accuse lui-même d'avoir assassiné à coups de crosse Elisabeth Drummond et d'avoir brisé l'arme. Jamais Bartkowski, dans ses mots, dit « on va jeter l'arme dans la Durance ». Jamais il le dit. Jamais, mais vous dites, Jamais il le dit. la voiture roulant, il aurait vu dans le rétroviseur Soleil Morandis qui replaçait le pistolet de mitrailleur sous le Mhm. siège, mais pas la carabine. Non, il parle du pistolet mitrailleur dans Voilà. la version allemande. Interrogé C'est pas à le même maintes reprises, Bartkowski maintiendra que Morandis est revenu du lieu du crime sans son arme. Logique, celle-ci était dans la Durance. mot. Exactement. Voilà, là Exactement. il est dans la Durance et au début de Exactement. votre livre, Oui, les 2 armes ont c'est été parce que replacées je suis consciencieux et je cite un procès verbal et je ne vais pas le modifier. Donc ça, c'est son premier procès verbal, le tout premier qu'il fait en Ah en oui, début alors il y a novembre. toute une série de procès-verbaux et il change, après il a non, plus... je vous Attendez, expliquais attendez, qu'après, attendez. on lui pose des questions précises. Il y a sur des points, il ne veut pas s'impliquer lui-même et donc il va Ce sont des modifier contradictions. certains points. Mais Ce sont des vous contradictions exigez- énormes, énormes. vous exigez d'un homme qui raconte une affaire parmi tant d'autres d'avoir une précision diabolique sur ce qui s'est passé sur un événement Ah, mais il y a que minime cette de sa affaire vie. qui nous Attendez, intéresse, encore, nous. par En exemple, l'occurrence, aujourd'hui. alors par exemple, c'est ça Aujourd'hui, qui- mais pas en Attendez, 1952 en lorsqu'on parle. 1952, vous citez des notes en bas de page, vous avez beaucoup de notes en bas de page, Oui. c'est un travail sérieux. Bon, vous dites, page 343 de votre livre, Moesto Morandis et Soleil avoue le meurtre des Drummond dans François du 17 juin 1965. Le François, je l'ai, il n'y a rien Bah, du écoutez, tout. je savais que ça, je vous apportais l'article parce que, où je vous remercie, vous avez fait un travail très, qui va me servir énormément pour la prochaine édition du livre. Il y a des coquilles dans le livre. Ah oui, Et mais donc, attendez, il y en a beaucoup. ah non, attendez, donc l'article... Vous avez l'article de François du 17 Non, non, voilà. l'article n'est pas de François. Ah, Alors, voilà, voilà. voilà, l'article est là. 3 Polonais détenus en Allemagne persistent Alors, à s'accuser des c'est assassinats pas de l'URSS. François. 17 juin 65, non, c'était l'Aurore. Donc j'ai écrit le François à la place de l'Aurore. Alors Voilà, maintenant, et puis, il y en a- si vous en voulez une d'autres contre-enquête... Sunday Express, Ah mais je l'ai là, rendez-vous à l'URSS. je l'ai là. Rendez-vous à C'était le l'URSS. Sunday Empire, c'était pas le Sunday Bon, Express. et l'anglaise alors. Attendez, et la secrétaire attendez. de Drummond. Et la secrétaire Oui. de Drummond. Alors là, il y a polémique entre vous. deux. Regardez. Alors, j'aimerais. La secrétaire Alors, de C'est Drummond. un point de polémique, ça. C'est un point de polémique. Il y a une anglaise qui Parce aurait, qu'entre nous, on aurait peut été, se dites-vous, tromper de- William Oui, Raymond. mais de 1, journal, 2, d'accord. 10, 15. Vous ça dites fait qu'il y a beaucoup, une quand anglaise même. qui avait été la secrétaire 300 de notes. Sir Jack Drummond, qui est retrouvée noyée à Dieppe, c'est ça? En 1956. En 1956. Mhm. Alors, vous enquêtez là-dessus, Jean-Charles Legnaud, qu'est-ce que vous trouvez? Eh bien, nous n'avons pas trouvé de June Marshall noyé dans le port de Dieppe en 1956. Bon, alors déjà, c'est très difficile pour moi
de commenter ce point-là sur votre travail que malheureusement je n'ai pas vu. Déjà, vous n'avez pas vu le documentaire? Je n'ai pas vu le documentaire. C'est pas vrai. Ah non, Vous n'avez pas vu le documentaire? Comment j'ai vu le documentaire? Dallas. Je suis à Dallas, je n'ai pas vu le documentaire. Donc c'est difficile pour moi de parler de ce point extrêmement Bon, précis. alors donc, il faudra qu'on fasse un addenda, un supplément à Vous n'avez l'émission. pas vu le documentaire? Ah non, je n'ai pas vu le documentaire. Je n'ai pas vu le documentaire. Où et comment aurais-je vu le documentaire? Barkowski aussi, Christian il Charret, dit que lorsqu'il le descend... producteur. Christian Charret en a une copie, Non, mais pas non, moi. mais là, Mais bon, c'était sur alors, un fait. attendez, sur ce point-là. C'était Sur- sur un sur- fait précis. Sur ce point-là. Sur ce point-là, très précisément, si mes souvenirs sont bons, ce n'est pas un point qui apparaît dans l'hominicide non coupable. C'est une question qui apparaît en conclusion de la lettre ouverte pour la révision, Oui. co-signée avec Alain Dominici. Là voilà. C'est une question qui apparaît à la dernière ou avant-dernière page, et c'est simplement une question, si je me souviens bien. Oui, c'est une question, mais c'est aussi dans la demande de révision de Maître Collard. Non. Page 88. Oui, page 88, oui. Page 88. Mais également sous forme de demande d'enquête. Page 88. Oui. Mais page 88, sur la base des éléments qui m'avaient été communiqués, j'ai demandé à la commission d'instruction des révisions de procéder à une enquête sur cette question. Et Scotland Yard a la réponse. Non, il n'a jamais été procédé par voie d'affirmation. On a demandé à la justice de vérifier ce point. Et moi, Qu'elle n'a jamais dans du le- reste vérifié du reste. Dans le Dans livre, un parce sens que ou dans l'autre. comme je suis mis en cause, donc c'est une question qui arrive après, donc si on en rajoute les 400 pages et les 152 Pourquoi le pages. rapport de la police? Donc, Pourquoi des 52? Oui, exactement. Donc c'est une Mais ça question. vaut la peine de se poser la question. Alors oui. Je m'interroge. Après, peut-être on se trouve face à une erreur. Peut-être on se trouve face à un problème d'homonymie. Je ne sais pas, encore une fois, je n'ai pas vu votre travail, donc je ne sais pas les éléments que vous avez en main. Et le point, à mon avis, le plus important, c'est que je ne peux pas moi-même mettre en cause l'infaillibilité de la justice et de dire peut-être je ne me suis pas trompé sur ce point-là. Peut-être cette question qui arrive non pas sur un livre d'enquête qui est signé que de mon nom, qui est d'homicide non coupable, mais sur une lettre ouverte au président de la République co-signée par un domicile. Oui, Peut-être que ce point-là, sur une demande de révision. peut-être que ce point, mais sous forme de question. Je voudrais Alors, Maître Collard, Attendez, sur ce point- non mais est-ce qu'on peut... Je suis le rédacteur de la demande. Oui, justement, donc là vous êtes... de la demande, partie prenante de cette affaire. judiciaire, donc de l'acte judiciaire. Hein, bon. Cette question a été posée à la commission d'enquête. On a demandé à la commission d'aller vérifier ce point. Elle n'y est pas allée. Bon. Je ne vois pas quel mal il pourrait y avoir quand on veut défendre l'innocence d'un homme, d'aller dire à des enquêteurs, veuillez enquêter, non mais s'il vous plaît, veuillez enquêter sur ce point. Alors dites-moi Non, d'où mais- vient cette information. Dites-moi d'où vient Moi je cette tiens information. l'information de William. Dites-moi Voilà. d'où vient cette information. Mais je ne vois pas. C'est peut-être une erreur. Non mais je ne vois Mais pas. Dites-moi d'où non, vient mais cette Jean-Charles, je information. ne vois pas ce qu'il peut y avoir d'incriminant au fait d'aller vérifier Non, un mais élément de c'est pas cette ça, importance. C'est pas ça, mais Attendez. comprenez pourquoi j'ai La posé moi-même la secrétaire. question. L'intérêt, c'est effectivement, on a tout à l'heure, on a essayé de cerner le personnage, Sir Jack Drummond, est-ce que c'était un grand espion, un petit espion, un pas d'espion du tout? C'est intéressant de savoir éventuellement si sa secrétaire a été elle-même assassinée dans des Dans le conditions... port de Je Dieppe. veux dire, La ça justice, confirmerait parce que- non, mais éventuellement... attendez. Ce que je C'est peux pour vous ça que dire, c'est intéressant. La justice Est-ce n'a que- pas enquêté sur ce point. Voilà. Mais ce point À la n'existe question pas. que nous avons Ce point posée, n'existe pas. non mais il n'existe pas au terme de ton enquête journalistique, Est-ce mais ce que je suis en droit de dire, est-ce que vous moi, savez le c'est nom que de la secrétaire non, mais de Jack ce Drummond? que je suis en droit de, ce que je suis en droit de dire, c'est que la question a été posée à la justice. Elle n'a pas cherché à y répondre. Voilà. Après, il est Et fort moi, probable ce que- que c'est pas la secrétaire. Il est Et fort moi, ce probable. que je refais dans le livre-là, c'est de poser une question. Et la non-culpabilité de Gaston Dominici et le fait des assassins retrouvés n'a aucun, pour moi, n'a aucun rapport ça avec n'a rien à voir. Non, pas ça. Non. La non-culpabilité et le fait que Bartowski a participé au crime ne fait aucun doute à mes yeux, et que John Marshall soit la secrétaire ou pas de Drummond, c'est une question que je pose à la justice, que là on posait au président de la République en lui demandant pourquoi. Mais il n'y a pas de Allons-y. June Marshall, il y a une Janet Marshall, c'est une Bon, alors, homonymie, ça bon, se passe en on va pas aller 1965. au-delà. Non, on va pas aller Et la au-delà. secrétaire de Jack Drummond, elle s'appelle Olive Antil. On a des lettres d'elle et elle s'est évanouie lorsqu'elle a On va appris pas la aller, Il y a mort de- plusieurs on va pas secrétaires, aller c'est vrai. au-delà. Oui, Simplement, il y en a 12. il faut conclure. Non, Jacques il y en a Chaput 4. nous a fait part de son intime conviction. Elle est claire, Maître Collard, je vous la demande. Vous pensez qu'il y a eu erreur judiciaire? Moi, les techniques, si mais vous voulez, vous moi, êtes- je n'ai pas eu la que chance je- de connaître les faits. Mais au moment vous où êtes ils sont convaincu produits. par la thèse de William Raymond Moi, sur non. l'intervention de service? Moi, je n'ai aucune compétence
pour me prononcer sur une thèse plutôt que sur une autre. Non, non, Ce que je sais en tant que technicien du droit, en tant que technicien du doute, c'est qu'on a envoyé un homme à la guillotine, il n'y est pas allé parce que les présidents de la République ne l'ont pas voulu, sur le fondement d'une enquête qui aurait dû aboutir à sa libération. Et tous les hommes de bonne volonté devraient aujourd'hui, pour que la justice évolue et change, nous aider à obtenir cette révision scandaleuse si elle n'est pas obtenue. William Raymond, votre conclusion? Moi, je suis donc croyez évidemment ce que vous avez écrit. je veux dire, persuadé c'est- de la non-culpabilité de Gaston Dominici, de la thèse Bartowski, et je vais aller encore plus loin, je suis convaincu que l'on va obtenir la révision. Bah écoutez, ça sera. Ça m'étonnerait, dit Jacques Chaput. Tout ça- non, attendez. Moi, je suis persuadé que c'est une affaire de famille et que le mystère subsistera toujours. Bon, écoutez, on a essayé. Pas pour vous. On l'a pas Je résolu ne sais ce pas. soir. Ah, voilà. On l'a pas résolu. Le doute profite à l'accusé, je crois. Non. Ah non, Non, non. Le doute ne profite pas à Le l'accusé. doute profite à l'accusé. Ah, Bon, oui, d'accord. bon, Alors, on n'a pas Bien résolu sûr, l'affaire bien sûr. Dominici, c'était pas le but. Je pensais bien Non. qu'on rés- Ah non. Bon, le but, c'était d'essayer de mettre sur la table un certain nombre de mystères, un certain nombre de points, un certain nombre de thèses qui sont effectivement conflictuelles. On l'a bien entendu. Je vous remercie en tout cas à tous d'avoir participé à cette discussion, parfois un peu, comment dire, houleuse, Dialectique, animée, dialectique, hein, on dit. passionnée. Passionné. Mais non, mais c'est parce que vous êtes des convaincus de ce que Passionné, vous avez ouais. dit. Alors donc, on se retrouvera pas pour un doc et débat entre Noël et le jour de l'an. Je vous donne rendez-vous donc fin janvier pour un nouveau doc et débat. Merci à tous.